on est au stade du débat public. On a proposé au débat public une première zone d'études en mer de 300 km² et qui a donc été étendue à votre écoute à 743 km², les publics estimant que la zone était petite pour pouvoir permettre à l'ensemble des parties prenantes de déterminer une zone intéressante pour l'installation des éoliennes. Alors, dans le cadre de cette zone d'études en mer qu'on apporte au débat public, on a aussi proposé un certain nombre d'études pour vous aider à déterminer dans cette grande zone, une zone préférentielle pour poser un premier pas. Donc, on a proposé des études environnementales, des études environnementales en mer, à l'estran et sur la rivière de terre, et puis également une étude sur la pêche pour essayer de caractériser la pêche. Et puis on a également apporté une étude photomontage avec une visionneuse, donc on va y revenir tout à l'heure. Mais tous ces documents sont disponibles sur le site du débat public, donc vous pourrez aller y jeter un coup d'œil également. Et on continue certaines études techniques, on a posé une bouée en mer pour continuer les mesures de houle, les mesures de vent, etc. Donc nous, si le projet se poursuit et que la décision ministérielle est prise d'y aller, on va continuer à travailler avec RTE à un certain nombre d'études. Donc on va d'abord dresser un état actuel de l'environnement, c'est-à-dire qu'on va aller sur les zones préférentielles qui auront été établies par le public, vérifier ce qu'on y trouve in situ par des campagnes de mesures. Donc ça c'est pour l'environnement. Et on va enrichir un cahier des charges avec l'ensemble des retours des publics, plus les retours de ces différentes études sur le terrain, de façon à construire nos exigences et vos exigences, à les faire retranscrire vis-à-vis de l'industriel qui sera appelé à développer le projet si celui-ci se fait. Natura 2000, dont une zone de protection spéciale, c'est-à-dire une zone pour la protection des oiseaux marins. Donc on a un grand nombre d'enjeux environnementaux. Hein. On a déjà à la SERP déjà un enjeu avifaune très fort sur les côtes. On a pris acte de cette extension à 743 km². Peut-être avoir un peu plus de précision sur ça, parce qu'on sent quand même que bah, la DGEC navigue un peu à vue sur ces questions-là, mais aussi sur cette extension-là. Très bien, ça va un peu plus au large, mais il faut savoir que quand la pêche sera... Enfin, il n'y a pas de zone de moindre contrainte. Et ils sont inexacts par rapport au recensement des navires sur la zone. Vous savez très bien qu'il y a 80% des navires de pêche, voilà, c'est ça, sont au moins 12 mètres. Et là, vous avez des données qui présentent des navires qui font plus de 12 mètres. Donc, il faut qu'on ait la possibilité d'avoir de l'information de votre part sur ce point-là. Voilà, l'étude pêche est donc une étude qui, quand elle spatialise sur la base de bateaux de plus de 12 mètres, or, la flottille locale est à 80% une flottille de moins de 12 mètres. Donc, effectivement, avec un logiciel spécifique qui prend en considération différentes choses, la rotondité de la Terre, la nébulosité, des choses comme ça, pour donner une idée de ce que serait un parc éolien en mer depuis la côte. Alors là, évidemment, c'est simplement des exemples que je vous donne, puisque en fonction de l'endroit où vous vous positionnez par rapport à l'écran, vous serez plus ou moins dans le vrai. Donc pour être plus carré, il faudra que vous alliez voir les cahiers de photomontage qui sont là à l'issue de notre présentation. Il n'y a rien de spécieux. Non, il n'y a rien de spécieux. J'ai montré ces photomontages parce que c'est pour voir comment ça fonctionne, c'est-à-dire quels sont les types de photos qu'on a faites et comment on les lit. Mais je vous ai dit dès le départ, et vous ne pouvez pas les voir à l'écran, je vous invite à venir les voir sur les cahiers de photomontage, tous après. Ces câbles vont aller chercher le réseau existant de transport de haute tension d'électricité que l'on gère sur le territoire terrestre de façon souterraine, donc sous le fond de la mer ou bien sous le sol terrestre. Autrement dit, pas de liaison aérienne, pas de pylône pour ces ouvrages de raccordement dédiés à l'éolien en mer. Donc ces deux câbles se rencontrent, hein, le câble sous-marin ou le câble souterrain, ils se rencontrent au littoral à ce qu'on appelle l'atterrage. Des scénarios de raccordement qui sont strictement liés aux deux paramètres, aux deux questions qui sont posées au public. La première, la distance en mer, et donc la distance à parcourir pour aller chercher le réseau de transport existant. Et l'autre paramètre structurant est la puissance électrique produite à acheminer via le raccordement.
Donc, et elle produit pendant ce temps-là 40% du temps à sa puissance maximum. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à l'éolien terrestre, on est sur un rapport de 1 à 6 entre l'éolien terrestre et l'éolien marin. Il y a aussi un rôle de mutualisation qu'apporte le réseau, soit de transport, soit de distribution. Quand une énergie fait défaut pour X raisons, les autres énergies, les autres territoires viennent pallier finalement les besoins de consommation. C'est le rôle du réseau. Voilà, il y a cette notion de solidarité territoriale et entre énergies qui fait qu'on a de l'électricité tout le temps chez nous. La solidarité européenne, parce qu'on est interconnectés, on est sur un territoire européen solidaire, on importe et on exporte, et donc voilà, ça apporte aussi une garantie en termes de sécurité d'approvisionnement du pays. Oui, une petite précision. En fait, effectivement, le facteur de charge, c'est plutôt 40 à 45, voire 50. Il y a un certain nombre d'expériences en mer du Nord où ils atteignent 50. Mais à la question, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent? Il y a une autre question similaire, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas d'éoliennes? Parce qu'on pourrait traiter le sujet. En réalité, ces éoliennes sont nécessaires parce que lorsqu'il n'y aura pas d'éoliennes, s'il n'y avait pas d'éoliennes, on serait forcé d'utiliser du charbon, peut-être plus d'ailleurs, du gaz, ou des sources thermiques. Donc il faut bien avoir ça en tête, que s'il n'y a pas d'éoliennes, on aura du CO2. Voilà. Les éoliennes peuvent tourner 90% du temps, mais vous êtes peut-être beaucoup à savoir que c'est en fonction du cube, de la vitesse. Donc elles tournent, mais elles ne produisent pas. Le facteur de charge, vous le savez, monsieur, est de 40%. C'est-à-dire, en équivalent puissance, on est à 40%. En équivalent puissance totale. Donc vous ne pouvez pas dire à la fois c'est 40%, 50% du temps, et en même temps dire c'est 90% qu'elle produit. 500 MW avec un facteur de charge de 40% produit l'équivalent de ce que consomme la Charente-Maritime en un an. S'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent. Vous occupez toujours très largement les zones Natura 2000 et le parc naturel marin. Et j'ai deux questions par rapport à ça, je vais être assez court. Premièrement, pourquoi est-ce que la France est le seul pays en Europe qui se permet d'installer des éoliennes industrielles dans des zones protégées comme les zones Natura 2000? Et deuxièmement, vous posez la question, vous indiquez qu'il y a des études environnementales, ce sont des études bibliographiques, il n'y a eu aucune étude d'impact par rapport à un phénomène aussi nouveau que les éoliennes et qui vont à travers, on le sait, le bruit, les vibrations, le métal, le béton, bouleverser fondamentalement nos écosystèmes. Au Royaume-Uni, il y a des éoliennes dans des sites Natura 2000 et il y en a aussi en Suède depuis très peu, en projet en Suède. Donc c'est pas le seul pays qui en fait. Et encore une fois, la réglementation Natura 2000 n'interdit pas l'installation des énergies marines renouvelables. Alors vous me dites pourquoi pas d'études d'impact? Eh bien parce qu'on progresse. Donc c'est-à-dire qu'on a un tamis d'approche de l'environnement. On commence par faire une étude de ce qui existe sur la zone en termes de bibliographie, de l'ensemble de la connaissance qui existe. On s'est pour ça tourné vers le parc naturel marin. On a une commission spécialisée éolien en mer de ce conseil maritime de façade qui rassemble l'ensemble des acteurs socio-professionnels qui sont intéressés par le projet. Et on lui a adjoint un conseil scientifique